toujours sur la vallée de Marigny. Je fais 15 km depuis ce matin, là, j'avance pas. Je filme des tas de trucs. Il y a vachement de détails ici à voir, à redécouvrir. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, ça fait quelques années, 4-5 ans. Il y a plein de choses qui ont changé. Voilà, en mieux, au moins bien. Aujourd'hui, je suis tout seul. Marie m'a quitté ce matin, elle est rentrée chez elle travailler. Donc c'est le début de mon voyage tout seul. Voilà. Je vais à mon rythme, je vais pas forcément plus vite. Hein. Voilà, il fait super beau. Un petit vent frais là qui me rafraîchit, mais je peux rouler en manche courte. Donc tout se passe au mieux. Voilà, voilà. Là nous sommes dans la vallée de Marigny, exactement à l'écluse 42. Alors ça c'est un truc emblématique du canal de Bourgogne. C'est 40 écluses en 12 km. Alors vous allez voir, les écluses sont très proches. Il y en a une au fond là-bas, vous voyez là, qui est la 43. Celle où on se trouve ici, là. Voilà. Et puis mon vélo derrière. Et puis là, la prochaine qui est juste là derrière, là. Donc ce bief là, c'est le bief le plus court du canal. Il fait moins de 200 mètres de long. Voilà, alors ici, donc il y a une succession comme ça, avec beaucoup de virages. C'est la hantise des mariniers. Et par contre, pour les cyclistes, c'est super joli. Je suis toujours en train de remonter la vallée de Marigny. Regardez comment c'est joli. Alors là, c'est les 40 écluses en 12 km. Regardez, la prochaine est là. On vient d'en quitter une et on voit déjà l'autre. Imaginez si j'avais des cordes à remballer sur mon bateau. Voilà. Alors cette vallée, ce qu'on appelle la vallée de Marigny, qui n'est pas vraiment une vallée, qui est une échancrure dans une colline, permet de rejoindre la Brenne. On vient de quitter la vallée de la Brenne pour rejoindre la vallée de l'Armançon. Hier j'étais sur l'Armançon qui partait sur ce mur. Et le canal ne pouvait pas suivre parce que c'était trop compliqué à faire les travaux. Et donc les géologues appellent ça le verrou de ce mur. Donc le canal, les constructeurs ont choisi de suivre la Brenne jusqu'ici. Et puis là on retourne sur l'Armançon. Voilà, voilà. Regardez ce spectacle de désolation. Ces arbres là. Alors le canal a toujours été bordé d'arbres. Au début c'était pour couper le vent des bateaux. Surtout des bateaux qui étaient lèges, c'est-à-dire qui n'étaient pas chargés, qui étaient haut sur l'eau, qui étaient sensibles au vent latéral. Donc on avait planté des peupliers noirs, des peupliers d'Italie pour barrer le vent. Et puis après, la CITA a fait planter des peupliers blancs pour faire des allumettes. Voilà. Alors c'est des arbres qui restent maintenant, qui n'ont plus du tout le rôle de coupe-vent, mais bon, c'était moins nécessaire parce que les bateaux étaient motorisés. Mais la CITA s'est arrêté d'exploiter. C'était compliqué d'exploiter des arbres dans ces conditions. Donc les arbres qui ont normalement une durée de vie d'une trentaine d'années, ils sont là depuis 60 ans et puis donc ils meurent, quoi. Et puis à chaque coup de vent ils tombent par terre. Voilà. Et puis la plupart, regardez, au fond ils sont guittés, ils ont du gui. Donc voilà, pas chouette. Là on est sur le site d'une écluse, la numéro 34, l'écluse dite de Chassé. Les locaux disent Chancé. Alors donc il y a plein de maisons éclusières, mais celle-là elle est aussi abandonnée. Ah, vous voyez, c'est des maisons qui ont été construites pour le canal, pour héberger la famille des éclusiers. C'est souvent l'éclusière d'ailleurs. L'homme était plutôt chargé d'entretien, des bords du canal. C'est des maisons qui ont été construites à l'époque, pas très bien construites. Enfin, c'était déjà des maisons en pierre, mais c'est toute petite. Alors vous voyez à droite, là, c'est caractéristique d'avoir des extensions. Alors il y a 1, 2, 3 extensions qui ont été faites sur la maison. Alors des fois c'est de l'autre côté, des fois c'est derrière, pour faire une salle de bain extérieure. Ici apparemment c'était plutôt des granges. C'était pour que la maison soit plus confortable, plus autonome. Alors en parlant d'autonomie, il y avait toujours un puits avec la maison éclusière, et puis il y avait aussi, ici, il n'existe plus, mais au bout des pales planches, là juste devant moi, il y avait une pierre qui servait de lavoir. Il y avait un petit lavoir. Et puis il y avait, aux abords de la maison éclusière, il y avait toujours des fruitiers. Des arbres fruitiers pour la subsistance, pour l'autonomie, pour la vie en autarcie. Voilà, c'est des maisons qui sont construites où la géographie l'a réclamée, en fonction du relief, mais pas forcément à côté des voies de circulation. D'ailleurs, vous voyez cette maison-là, elle est complètement isolée.
Il n'y a pas de chemin d'accès, il n'y a rien. Donc, bon, c'est là les reliés à l'électricité. Mais alors, il y a beaucoup de fantasmes pour les réhabiliter, pour revivre dedans. Mais c'est des utopies. C'est pas du tout adapté. Enfin, c'est pas adapté à 2020, quoi, 2025. Les standards ont évolué. Toujours dans la vallée de Marigny. Regardez le calme. Écoutez le calme. Là, on est au lodge du canal, chez Cathy. Voilà, des hébergements atypiques au bord de l'eau. Voilà encore un. Il y en a deux plus loin aussi. Voilà l'écluse. L'écluse de Cathy, et puis derrière le village de Chassé. Voilà, c'est un joli coin. Paisible. Nous sommes à la 28. Je dis nous, c'est mon vélo et moi. Donc nous sommes à la 28. Donc les numéros, je ne vous ai pas expliqué, mais les numéros ils partent du numéro 1 au niveau de la ligne de partage des eaux, du bief de partage à Pouilly, le numéro 1, de chaque côté. Un Y pour un Ion et un S. Donc là on est à la 28Y. 28 côté Ion. Et puis la prochaine, ce sera la 27 et 26, etc. Alors là, on voit une maison qui est bien plus vivante que celle d'avant. Celle-là a l'avantage d'être à proximité du village de Marigny-le-Caoué. Voilà, donc là, il y a de la vie. Il y a de la vie ici. Il y a toute une ménagerie autour de la maison, de la déco. Voilà, voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vivant. Je suis sorti de la vallée de Marigny. J'arrive vers Pont-Royal. Et sur ma droite, il y a des prés là, et puis il y a une légère déclivité, et puis au fond là, on va retrouver l'Armançon. Alors là, pendant une vingtaine de kilomètres, je vais longer l'Armançon comme ça, qui est plus bas que moi pour l'instant, pour arriver à son niveau. Voilà, la jonction sera faite de Pouynay jusqu'ici. Voilà, c'était la vallée de Marigny. Depuis ce matin, je suis à un chantier avec une trancheuse là, qui pose cette canalisation, ce fourreau. En discutant avec les ouvriers, ils m'ont dit que c'était pour faire passer de la fibre. Donc effectivement, VNF dispose d'un maillage, d'un réseau à échelle nationale, et ça c'est très pertinent de vouloir l'utiliser pour passer des fibres, pour pouvoir l'utiliser, je ne sais plus comment on dit, l'emprise foncière. Voilà, donc ça fait un usage pour le canal. Cette partie du canal, ici depuis ce matin là, est très menacée, est très peu fréquentée, et menacée de fermeture depuis quelques années déjà. La fréquentation baisse tous les ans. Ça finira bien par arriver. Alors voici, avec le vélo, un usage possible du canal. La SNCF fait déjà ça avec ce qu'elle appelle ses caniveaux. Le long des voies de chemin de fer, vous avez peut-être remarqué des canalisations, des caniveaux en béton dans lesquels passent des tas de câbles. Donc c'est des services que la SNCF vend aux entreprises publiques ou privées. C'est une bonne méthode, c'est bonne guerre. Voici Pont-Royal, une ancienne maison de perception du canal qui a été rachetée par la commune et transformée en hébergement, en chambre d'hôte. Je l'ai géré pendant un an, lors de la carence de gérance. Voilà, une superbe halte. Voici le début de la tranchée de Creusot. On est sur le plus long bief du canal de Bourgogne, qui fait 11-12 km. Donc, tout à l'heure, j'étais sur le bief le plus court, moins de 200 mètres, et là, celui-là, je crois qu'il fait 11 km. Alors, donc là, c'est un sens unique. Les bateaux doivent passer uniquement dans un sens. Ils ne peuvent pas se croiser, c'est trop étroit. Donc ça, c'était un petit passage pour passer une petite colline sans faire de tunnel. La tranchée de Creusot. Voilà la suite de la tranchée de Creusot. Avec au loin une petite place pour se garer, pour se croiser. On voit bien ici les 5 ou 6 mètres de terre qui ont été enlevés pour passer la colline. Voilà, encore un bel ouvrage. Je
suis pas tout seul aujourd'hui. Il y a des cyclistes là, qui m'accompagnent. Je serais tenté de dire des vieux, mais vu que j'ai 60 ans, si ça se trouve, ils sont plus jeunes que moi. Voilà, enfin bon, peu importe. Il y a de la place pour tout le monde. Vous entendez les oiseaux là? Alors je m'arrête pas pour les oiseaux ici, je m'arrête pour vous montrer quelque chose. Le canal ici, là, si je me tourne à droite, là, vous allez voir qu'il y a un trou. Ici, il y a un pré là, qui est 4-5 mètres en dessous de moi là. Puis au fond, si vous êtes observateur, on voit l'autoroute A6, juste avant le péage de Pouilly-en-Auxois. Alors ici, le canal, il est en remblai. Et derrière, c'est pareil, il y a aussi un trou là, sur l'autre rive. Donc là, on s'apprête à rejoindre l'Armançon. Mais on a construit le canal comme ça dans une cuvette artificielle qui est composée de remblais sur lequel je roule actuellement. Alors ce remblai, il se tient moins naturellement que de la terre compactée. Quand on fait un canal, on peut creuser pour faire du déblai, ou alors on amène des matériaux, on appelle ça du remblai. Donc là, le canal est en remblai. Le souci de cette partie-là, c'est qu'il peut y avoir des fuites et puis ça se tient moins bien. Donc, pour consolider la berge, on vient emmancher des plaques de tôle qu'on voit ici crénelées, qu'on appelle des pales planches. Alors c'est une bonne solution technique, c'est pas tellement écologique pour plein de choses, mais c'est efficace et ça tient bien les remblais. Je vais vous montrer un petit détail tout à l'heure, si je le vois, sur les avantages et inconvénients de ces pales planches. Sur le canal, si on est observateur, on va voir plein de petits ouvrages comme ça. Des ouvrages qui datent de la création du canal, 1830, qui servent au fonctionnement du canal. Alors ici, là, c'est un bloc de pierre là, avec une vanne, avec une crémaillère. Et puis ici, si on traverse le chemin de navigage, on voit ici un petit fossé. Là. Alors ça, c'est une vanne de décharge. C'est pour vider le canal quand il y a trop d'eau dans le canal. On envoie automatiquement l'eau dans ce petit ruisseau-là, qui était peut-être préexistant au canal et qui va quelques mètres plus loin rejoindre l'Armançon. L'Armançon qui est tout petit, qui fait 50 cm de large à cet endroit-là. Donc une vanne de décharge. Alors c'est toujours dans le... Celui-là n'est pas particulièrement esthétique, mais généralement ces ouvrages étaient assez soignés. C'est assez joli. Ici, toujours à la Raquette, au bord du canal, là, on voit une ancienne gare ici. Alors derrière, il y avait une voie de chemin de fer qui venait de Venard-et-les-Laumes et puis qui va ici jusqu'à Pouilly. Et puis après, ça continue jusqu'à Arnay-le-Duc. Mais voilà, il reste la voie de chemin de fer, il reste que l'emprise, il n'y a plus les rails. Mais il reste une belle gare bien restaurée. Voilà, et puis ici, à droite, il y a encore pas très longtemps, une dizaine d'années, il y avait un restaurant qui marchait très bien, qui s'appelait La Raquette. Alors la Raquette, il n'y a pas de terrain de tennis dans le coin. Hein. La Raquette, c'était la forme qu'avaient les panneaux de signalisation routière, bien avant le goudronnage des routes et ainsi de suite. Là, je suis au bord du canal, au niveau d'un endroit qu'on appelle La Raquette. Là, il y a des aubépines-en-fleurs. Et puis ici, là, regardez bien, là, dans l'eau, on voit une construction métallique, là. Alors ça, c'est pour le gibier, c'est ce qu'on appelle une échelle à gibier. Principalement les chevreuils, quand ils sautent à l'eau, d'un côté, ils vont buter sur ce mur-là, qui fait 80 cm, et ils peuvent pas remonter. Et souvent, ils meurent d'épuisement. On en voit souvent souvent. Quelquefois, on voit des bestioles qui sont mortes, noyées dans le canal. Elles ont sauté dans l'eau et puis elles ne sont pas pu sortir. Alors ces échelles à gibier sont placées dans les passages, comment dire, le long des coulées, des passages fréquents des animaux où les animaux sont tentés sont habitués à traverser le canal. Après, il peut y avoir des accidents, des bêtes traquées qui sautent à l'eau et puis malheureusement, il n'y a pas d'échelle à gibier pour les sortir. Voilà, bon, enfin, il y a quand même des efforts de fait pour la faune. Première prise d'eau sur l'Armançon. Là, on est à 2 km maximum de Pouilly-en-Auxois qui est devant moi là. Et puis ici, on a de l'eau là. Alors ça, c'est l'Armançon. Il est extraordinairement haut. Il doit y avoir 1 mètre ou 1 mètre 20 d'eau. Parce qu'il y a un petit barrage ici. Alors pourquoi il y a ce petit barrage? C'est pour envoyer l'eau par ici. Voilà. Et là, ça va derrière l'écluse, où ce ruisseau se trouve être au-dessus du niveau du bief
aval, il descend dessous, et donc coule naturellement pour remplir le canal. Voilà, et puis l'eau trop plein alimente l'Armançon, qui va couler là-bas dans les méandres qu'on voit derrière. Là, vous voyez, l'autoroute est juste derrière, là. On l'entend à peine. Et eux, ils ne voient pas du tout, là ils sont sur l'autoroute. Sur l'autoroute, on est dans un autre monde, c'est un espèce de monde parallèle. Mais la ville continue à côté. Alors, si vous regardez les vaches, et ça c'est l'Armançon à gauche là, on voit il a creusé dans la terre des méandres, on le voit, et puis là on voit des vaches derrière. Les vaches, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont dans le trou, elles doivent être en train de boire ou de se rafraîchir dans l'Armançon. Et elles sont peinards, hein, pas gênées par le trafic. Ici on a une arrivée d'eau là. C'est pas une prise d'eau, c'est une arrivée d'eau qui vient d'un petit ruisseau qui vient de la colline derrière, qui s'appelle la Brionne. Alors le canal il était alimenté, je vous ai montré, par 5 prises d'eau sur l'Armançon, avec un barrage et ainsi de suite. Mais on a aussi utilisé tous les petits ruisseaux de la colline pour remplir le canal. Donc le canal, s'il n'est pas utilisé, enfin, et s'il ne fuit pas et s'il ne s'évapore pas, il a tendance à déborder, d'où les vannes de décharge. Me voici à Pouilly-en-Auxois, au sommet du canal. Voilà le port. Au fond, on voit une halle, la halle du Toueur. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas un bateau là. L'office de tourisme derrière, là, derrière les gens. Et puis ici l'écluse, la première écluse du canal de Bourgogne côté Y. Côté, il y a une écluse de Pouilly qui porte le numéro 1, donc je ne vous ai pas menti. Et puis ici derrière nous, un petit édifice là, avec des fils électriques qui sortent là. Donc ici une petite centrale électrique, hydroélectrique. Ça produit de l'eau avec l'arrivée d'eau qui est là, qui vient du canal. Alors à quoi pouvait servir cette centrale électrique? Elle date de 1893, donc bien avant EDF. Ça servait, c'était une production locale d'électricité pour faire marcher le Toueur. Le Toueur, c'est un bateau qui servait à franchir la voûte qui est derrière moi, un tunnel de 3 km. Donc les bateaux n'ayant pas de moteur, ils étaient tirés, tractés par un Toueur qui était à propulsion électrique. Le premier était à vapeur, mais le deuxième était électrique, et l'énergie provenait de cette centrale via 2 fils qui étaient installés sur la voûte, au sommet de la voûte, comme un tramway si vous voulez. Et donc le Toueur avait des perches et captait le courant, du courant continu à l'époque. Je crois que c'était du 400 volts continu, je suis pas sûr mais je crois que c'était un truc comme ça. Courant continu qui alimentait, et donc c'était super écolo parce que c'était l'eau du canal qui alimentait, qui faisait tourner la turbine, qui faisait tourner la génératrice et qui mettait en mouvement le Toueur dans un sens et dans l'autre. Il y a la même centrale de l'autre côté à Ecom, à 5 km d'ici, sur le côté Saône. On verra ça tout à l'heure. Voici le Toueur de Pouilly. Là vous voyez devant la chaîne. Donc la chaîne elle était ancrée au fond du canal, et puis le bateau se tirait sur cette chaîne. La chaîne fait donc 5 km de long. Et puis à l'intérieur il y a un treuil qui fait avancer, qui tire la chaîne et donc fait avancer le bateau. Alors vous voyez des perches là-haut, c'est pour capter le courant sur les fils qui étaient au plafond. Là on est dans une ancienne cale sèche, une cale de Radoux, et puis on est sous une halle qui a été faite par un architecte japonais. Alors la particularité c'est que ce sont des tubes de carton. Voilà, c'est des tubes de carton, et puis après une couverture en polycarbonate, donc ça a bien vieilli. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout ce qu'a fait Chicago Ban. Alors ici je suis vers un brise-glace. Ça peut paraître bizarre, mais quand le canal a été utilisé l'hiver, et que les hivers étaient plus rudes que maintenant, il y avait de la glace. Et alors comme il fallait casser la glace pour permettre le passage des bateaux, on avait ce bateau. Alors là il est mal présenté, il devrait avoir l'avant plus haut. Alors la technique pour briser la glace, c'était de faire glisser ce bateau là qui est métallique, qui est lourd, le faire glisser sur la glace, et avec le poids ça a effondré la glace. Voilà, c'était tiré depuis la berge, avec des animaux. Et voilà, donc ça permettait de casser la glace. Voilà le brise-glace. Et puis à ma droite, là, ça c'est un vestige plus récent, ça c'est la Bille Baude.
Alors, je vous parlerai d'Abibo tout à l'heure, mais ça c'est le nom qu'on a donné à ce bateau. C'est un bateau à passagers qui était exploité par l'office de tourisme et qui permettait de visiter la voûte. Dans la voûte, je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Alors ici, on est à l'entrée du tunnel de Pouilly. Vous voyez ici des feux rouges. C'est parce que le tunnel se passe en alternat. Vous voyez que le passage est très étroit et on ne peut pas passer de bateau, donc il faut attendre 6 heures que ça passe au vert. Voilà. Alors j'en profite que je suis là pour vous montrer ici les culées de pont, ici et là. Tout à l'heure je vous ai montré la gare de la Raquette. Et ben, c'était la même voie de chemin de fer. Donc là on est à Pouilly et ici de ce côté-là, la voie de chemin de fer continue vers Arnay-le-Duc. Alors voici le canal qui nous amène à l'entrée du tunnel. Vous voyez le dénivelé là qui monte sur le côté. Et au fond tout là-bas, la voûte. Regardez, comme une entrée de cave. On est bien en Bourgogne. Me voici au-dessus du canal de Bourgogne. Alors ce que vous voyez à droite, c'est un puits. C'est un puits qui a servi à la construction. On n'a pas commencé la construction à côté est et à côté ouest, mais aussi par le milieu, avec une foultitude, je ne sais plus combien il y en a, une vingtaine, de puits, comme ça, comme celui qu'on voit devant là. Donc c'est des puits qui ont servi à extraire le matériau, à descendre des pierres, puis à descendre les hommes et les chevaux qui ont fait le trafic. Alors ici, voilà. Il rigole, on en reparlera tout à l'heure pour l'alimentation du canal. Voilà encore un puits. Alors voilà, le tunnel est sous mes pieds. Voilà, c'est agréable de le passer en bateau, mais c'est aussi sympa en surface. Il y a aussi des choses à voir. Voici la sortie du tunnel côté Écom, côté Saône. Voilà, je vous ai pas menti, hein, ça sert bien de l'autre côté. 3 km 200 je crois. Même si sur le papier ils mettent 3333. Voici le port d'Écom, donc on est à la sortie du tunnel, côté Saône. Voilà, donc la sérénité absolue, les pêcheurs, ils sont peinards. On est pourtant à quelques centaines de mètres de l'autoroute. Au premier plan là, c'est un bateau là qu'on voit devant là. Un bateau qui servait à mettre d'autres bateaux dedans. Alors quand les bateaux étaient à vide, ils étaient trop haut sur l'eau et ils passaient pas sous la voûte. Donc on les mettait dans ce bateau-là, dans ce bac-là. Et de cette manière, et comme lui il est plus lourd, ils étaient plus bas. Donc c'est une astuce pour qu'ils passent sous la voûte sans être chargés. Il y avait une autre astuce qui était la rigole de jeudi, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Me voici sur le versant Seine, avec Châteauneuf en haut à gauche. Bien plus majestueux vu d'ici que du village. On le remarque à peine. Ici, voilà une maison de plusieurs, la 9. Donc là, les chiffres vont aller croissant en descendant. Ah, vous voyez, la descente là, c'est franchement, je ne sais pas si vous le voyez sur les vidéos, mais ça descend bien. Donc là, je descends vers la Saône. J'ai changé de bassin versant. Je suis passé du bassin versant de la Seine où j'étais hier, où j'ai démarré à Auxerre d'ailleurs. Et puis là, donc, je viens de passer la ligne de partage des eaux et puis je descends. Direction bassin versant Saône-Rhône. Voilà, c'est magique ici. Je suis à Pont-d'Ouche. L'Ouche, c'est la rivière qu'on rejoint ici. On était le long du ruisseau de la Vendesse. Et là, on va arriver vers l'Ouche. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le viaduc de Pont-d'Ouche ici. Ça, c'est l'autoroute A6. Alors, c'était construit en 72. Enfin, inauguré en 72 par Pompidou avec une DS Citroën. Alors, c'était un peu le viaduc de milieu de l'époque. Là, on en voit qu'un tout petit bout, mais ça fait, je sais pas combien de long, plusieurs centaines de mètres de long. Ça passe au-dessus du village. Ouais. Impressionnant. Il paraît que c'est par ici qu'ont été tournées une partie du film Les Valseuses, quand Depardieu et Devers jettent Miu-Miu à l'eau. C'était par là. Ouais, c'était une autre époque. L'eau devait être plus chaude. Voilà un vestige de la ligne des pêcheurs. Les Dijonais prenaient le train pour aller pêcher le dimanche. D'où son nom. Je suis à côté de la Bussière-sur-Ouche.
toujours sur le canal de Bourgogne. Et puis ici on voit une maison particulière, c'est une ancienne gare. Puis ici un arrêt, comment ça s'appelle, un abribus. Voilà. Alors cette voie chemin de fer, c'était ce qu'on appelait, c'était une voie qui partait de Dijon et qui remontait la vallée d'Ouche. Et on appelait ça le train des pêcheurs. Voilà, on voit encore la cloche sur la façade là.